C'est l'auteur le plus prolifique de sa génération. Aujourd'hui, vous plongez avec moi dans l'histoire du bras droit du futur roi des pirates, Roronoa Zoro. Et ne vous en faites pas, l'exploration de la star mondiale du manga n'est pas finie. Excellent. On dirait que tout le monde est en place. Je vais bientôt pouvoir rentrer en scène. C'est pas le moment de faire un enregistrement, Danny. J'ai trouvé la puce. Dépêche-toi. C'est le meilleur endroit que Margolox a trouvé pour cacher les coordonnées de translation. Petit coquin. Tu devrais pourtant savoir qu'aucun secret n'échappe à Prometheus. Une chance que cet idiot n'ait même pas installé d'alarme de sécurité. Danny, je réitère, je crois fermement que ce n'est pas le bon moment pour démarrer un enregistrement. Ah, mais n'importe quoi, c'est toujours le bon moment pour démarrer un enregistrement. Le public adore les trucs spontanés. Regarde. Intrus localisé. Intrus localisé. Initiation du protocole d'arrestation de banlieue. Viens ici, espèce de petite merde. Absolument pas, monsieur l'agent. J'ai vu les images de vos arrestations dans la ville basse et je connais vos méthodes. Tu vas bien garder ta matraque là où je pense. Le criminel résiste comme prévu. Mise en place de la bavure policière. Il a un fusil. Flamel, parle à ton pote. C'est assez spontané pour toi, alors? Je me vengerai, sale toaster. Reviens, espèce de sage. Criminel, mécréant, pirate. Parfaite transition, monsieur l'agent. Yo l'équipe, vous-même vous savez, vous avez vu le titre, la transition était technique. Aujourd'hui on s'attaque à du très très lourd, comme dirait Michel et Michel. D'ailleurs... Ok, j'ai compris. L'équipe, sortez vos chapeaux de paille, vos tongs en granit marin et votre meilleure bouteille de rhum martiniquais. Aujourd'hui on plonge dans l'océan sans fond de One Piece. Flamel, c'est parti. Fortune, gloire et pouvoir. Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. Son nom, Gold Roger, roi des pirates. Ces dernières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à s'aventurer en mer. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Ces paroles, je suis sûr que la plupart d'entre vous les connaissent déjà par cœur. C'est bien normal puisque ce sont les premières lignes de la plus grande énigme du manga. On le sait tous, les mots que le roi des pirates a prononcés ce jour-là ont été le catalyseur de la plus grande vague de révolution que le monde de One Piece ait connu. L'âge d'or de la piraterie. Et pourtant, rien que dans les premières lignes que je viens de vous énoncer, il y a déjà le fruit d'un gigantesque mensonge. Les vrais savent, mais l'homme qui est mort ce jour-là ne s'appelle pas Gold Roger, ou plutôt pas tout à fait. En réalité, le véritable nom de cet homme est Goldie Roger. Et donc tu voudrais une médaille pour avoir relevé une faute d'orthographe? Tu n'as vraiment pas trouvé de meilleure accroche pour démarrer une vidéo sur One Piece en 2025? Je suis persuadé que ce détail insignifiant est loin d'être un élément pertinent pour nos recherches. Eh bien, tu te fourres le stylet dans l'orepium, mon cher ami cybernétique. Cette distinction a beaucoup plus d'importance que tu ne le crois. Mais le gouvernement mondial ne souhaite pas vraiment que tu le saches. Ça va sûrement te faire bizarre, mais regarde à nouveau le début de One Piece et la façon dont l'œuvre se développe. Tu verras que c'est un univers qui nous est présenté avec plusieurs mensonges dès le départ. Celui de Goldie Roger en est un premier, mais aujourd'hui on sait tous que Shanks n'est absolument pas un pirate ordinaire, qui n'était clairement pas obligé de sacrifier son bras, que Luffy n'est pas exactement un homme élastique, et que le fruit du gomme-gomme est une pure invention. Autant de fausses pistes sur les tenants et les aboutissants de ce monde de pirates, rien que dans le chapitre 1. Mon protocole d'économiste corrompu détecte des relents de conspiration dans l'air. Probabilité d'information lucrative, 96%. Score de rentabilité, A+. Développe Danny. Je suis tout oui. Pas si vite, mon petit capitaliste en herbe. On va parler de ça tout à l'heure, mais d'abord, je vous invite tous à vous abonner pour nous suivre et participer à une magnifique croisière autour du globe, avec Flamel et moi, là maintenant tout de suite. Allez-y, je vous attends. Non mais Danny, stop. On n'a pas le temps pour ton discours d'autopromotion. Et les spectateurs non plus d'ailleurs. Bon, d'accord. Vous avez entendu le monsieur, l'équipe. Allez tous chercher vos vivres cards et vos log poses. Aujourd'hui, nous allons parcourir bien plus que 20 000 lieues sur les mers. Avant, personne ne connaissait vraiment East Blue. Aujourd'hui, c'est l'océan dont tout le monde parle car il a vu naître le plus célèbre des pirates de la nouvelle génération, Monkey D. Luffy, l'homme au chapeau de paille, a.k.a. Mugiwara. Beaucoup considèrent East Blue comme l'océan le plus faible de One Piece en raison des primes très basses des pirates qui le peuplent. Pourtant, c'est quand même le lieu d'origine de plusieurs individus légendaires, tels que Garp, le héros de la marine, et du mythique Goldie Roger, roi des pirates. Coïncidence? Je ne crois pas.
South Blue n'est pas l'océan où il se passe le plus de choses. Cela dit, c'est quand même un océan sur lequel flotte l'ère de la Révolution. On a tendance à l'oublier, mais c'est le lieu d'origine de Portgas the Ace. Ce dernier est né sur la petite île de Batherilla que le roi des pirates a visité à de nombreuses reprises pour rendre visite à sa compagne. South Blue, c'est aussi le foyer de Bartholomew Kuma, l'utilisateur du fruit du coussinet et grand corsaire. Il y a 22 ans, Kuma a été incarcéré pour s'être opposé au régime politique despotique organisé par le royaume sorbet. C'est dans ce contexte que les Freedom Fighters, les prémices de l'armée révolutionnaire, débarquent. Kuma fait la rencontre d'une autre personnalité majeure dans cet univers, Monkey D. Dragon. Le pasteur décide alors de quitter sa paroisse pour s'engager à la libération des peuples. North Blue est un océan riche d'histoires particulières. Alors détrompez-vous, il ne s'agit pas seulement du lieu de naissance de Sanji et de Trafalgar Law. North Blue est aussi un berceau pour des œuvres littéraires assez importantes dans l'univers de One Piece. Comme nous l'explique Sanji, l'histoire de Norland le Menteur est un livre pour enfants très populaire chez lui. Dans une espèce de remake de Pierre et le Loup, on nous raconte l'histoire d'un explorateur qui aurait découvert des mystérieuses cités remplies d'or. Sauf qu'à la différence de Pierre, Norland n'a absolument pas menti. Malheureusement, personne ne l'a jamais cru. Et l'histoire a continué à se souvenir du pauvre explorateur, à présent connu sous le nom de Norland le Menteur. Il y a une autre histoire populaire sur North Blue, qui est un peu plus liée aux origines de Sanji. Cette histoire, c'est celle de Sora, guerrier des mers. Vous ne connaissez peut-être pas ce protagoniste de cette bande dessinée de propagande, publiée dans le journal du gouvernement mondial. Mais je pense que vous êtes familier avec son antagoniste, l'armée du Germa 66, qui est en réalité contrôlée par la famille de Sanji. Je suppose que la fiction est un genre qui proclame le mensonge. C'est quand même flagrant de voir à quel point les thématiques du mensonge et de la propagande sont proéminentes dans l'œuvre d'Eiichiro Oda. Et tu n'as encore rien vu, mon pote. Ce dont on va parler va lentement nous amener dans les affres les plus sombres de l'humanité. West Blue, c'est l'océan où il ne se passe que des dingueries. C'est l'océan d'origine de Gecko Moria, de Capone Bege, de Brook et de Robin. Que des gens qui ont vu des choses sombres. C'est aussi le théâtre du célèbre incident d'Ohara, qui a vu l'île natale de Robin se faire raser de la carte par le gouvernement mondial. D'ailleurs, ce n'est pas leur seul génocide dans la région, puisque West Blue est aussi l'océan où se trouve God Valley. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de God Valley, et même ceux qui savent, je vous invite à vous informer sur les abus de l'aristocratie coloniale lors des traites négrières du XVIe siècle. Les vrais savent, et Soxébec pour les travaux. Grand Line est aussi surnommée la route de tous les périls pour ceux qui ont connu le doublage de 4Kids. Cette route maritime fait le tour de la planète et représente à la fois un chemin pour les navigateurs, mais aussi une frontière naturelle. En fait, malgré le fait que la route de Grand Line soit adjacente à tous les océans de la planète bleue, il est impossible de s'y rendre par des moyens communs. C'est dû à un étrange phénomène marin nommé les Calm Belts. Il s'agit de deux bandes parallèles qui se trouvent à la frontière entre Grand Line et les autres océans, et qui se caractérisent par une absence totale de vent et de courant marin, ce qui rend la navigation en ces lieux hautement impraticable pour la plupart des voyageurs. En plus des monstres marins qui peuplent ces endroits, évidemment. Cela dit, il y a un autre moyen d'entrer sur Grand Line, et pour ça, il faut se rendre au Cap Jumeau, juste au pied de la Rivers Mountain, qui sert de point de connexion entre les 4 mers. Une fois arrivé là-bas, vous demandez à voir Crocus. C'est un pote que je me suis fait quand j'étais dans l'équipage de Roger. Évitez de lui dire que vous venez de ma part par contre. Il vous laissera sûrement passer. Le Nouveau Monde, c'est le carré VIP des malfaiteurs, des voyous et des bandits de grand chemin. Il y a de tout là-bas. Du rhum, des jeux d'argent, du business illégal, du trafic d'humains, de la vente de cartes Pokémon, des formations en ligne pour gagner 10 000 berries par jour, vous connaissez. Et que fait la police? Rien du tout, parce qu'elle claque des dents devant l'autorité suprême qui règne ici. Les 4 empereurs pirates. Il n'y a que ceux qui ont pu parcourir la Grand Line qui peuvent prétendre à entrer dans le Nouveau Monde. Et encore faut-il réussir à franchir la Red Line. Alors la Red Line, c'est probablement le plus grand obstacle du monde de One Piece. Imaginez 5 minutes que le mur de Trump devienne une réalité. Un peu comme celui de Berlin avant lui. Maintenant transposez ce problème à une plus grande échelle. La Red Line est une chaîne de montagnes infranchissable qui fait le tour de la planète et qui culmine tellement haut qu'il est quasi impossible de l'escalader. À part en étant capable de voler, le seul moyen de traverser est de passer sous l'océan par l'île des Hommes-Poissons. Si toutefois vous vous sentez l'idée de passer par en haut, préparez-vous bien, car vous allez vous aventurer dans le quartier général du gouvernement qui domine la planète, le paradis des racistes privilégiés que sont les Dragons Célestes, Hendek City Gang, la terre sainte que les élites et leurs chiens nomment Marie-Joise. Marie-Joise est la capitale des bourgeois et des aristocrates, mais aussi le fief du gouvernement mondial. C'est un lieu en apparence idyllique où la noblesse s'adonne à des jeux extravagants,
et aux folies de l'exploitation des autres peuples qu'ils considèrent comme des créatures inférieures. On y retrouve nos fameux dragons célestes qui se prennent pour des dieux et portent même des combinaisons de cosmonautes pour se distinguer et ne pas respirer le même air que les pécores qui leur servent d'esclaves. Tout ce petit monde reste tout de même sous la coupe de la plus haute instance du pouvoir dans One Piece, les 5 doyens, qui sont originalement présentés comme les individus les plus puissants du monde. Mais ça non plus, ce n'est pas totalement vrai car il semble qu'un mâle tapi dans l'ombre se sert de ces vieux débris comme de simples poupées de chiffon pour des dessins encore plus sombres. Flippant, non? Danny, réveille-toi un peu. La quasi-majorité des gouvernements politiques existants procèdent de cette manière. J'avoue. Avec le recul, c'est pas difficile de comprendre pourquoi Morgulok aime autant One Piece en fait. Quoi qu'il en soit, l'univers de Oda brille par sa grandeur, sa conception complexe et son exotisme quand on le compare à tous ses contemporains. Un peu à la manière de certains classiques de la littérature fantastique. Mais selon moi, le point où il se démarque le plus est dans les différentes civilisations qui peuplent son monde, ainsi que leurs inspirations culturelles. Ah, là on est parfaitement d'accord. Oda est vraiment trop fort quand il s'agit de créer une trame narrative en mêlant avec brio histoire et mythologie. Quand on voit toutes les références et la recherche qu'il a insufflées dans les races de son monde, on comprend que One Piece exprime une réflexion sociologique extrêmement intense. Je suis du même avis. D'ailleurs, je trouve ça rare que tu puisses exprimer une opinion constructive sans la ponctuer d'une remarque absurde. Mais alors à ton avis, qui est le plus raciste entre Big Mom, Figureland et Zoro? Danny, honnêtement, je m'en fiche. Ne me dis pas que tu vas céder à l'appel de l'intox et commencer à faire des vidéos théoriques totalement fumeuses. Alors, je reste persuadé que One Piece est un préquel au film Waterworld sorti en 95, mais non, ce n'est pas le sujet effectivement. Le monde de One Piece qui a l'air si merveilleux en surface souffre de nombreux maux. La cohabitation entre les différentes races se fait dans le sang des opprimés, et les élites du gouvernement se dissimulent derrière les protections des forces de l'ordre pour abuser de leur pouvoir. Comment on fait pour se sortir de cette situation? Je ne sais pas moi, avec un coup d'état, un mouvement de révolution populaire, des tactiques de guerre déloyale. Alors, je sais que tu penses à Dragon en disant ça, mais il n'a pas agi une seule fois en quasiment 1000 chapitres, donc tu peux dormir dessus. Non, ce qu'il nous faut c'est un héros libérateur, un individu à la fois si bête et si motivé que son sourire pourrait soigner un malade en phase terminale. Un être sans barrière qui se trouverait être capable de toutes les singeries, mais qui parvient quand même à rassembler le monde par sa pureté. Vous l'avez compris, on va maintenant parler du périple de Mugiwara no Luffy, le bandit au chapeau de paille. C'est sur le quai du village de Fushia, à East Blue, que l'aventure de Luffy commence. Il constitue très rapidement un équipage de choc avec Zoro comme distributeur de chasse automatique, Sanji qui assaisonne à coups de latte dans la tronche, Nami qui fait les poches de la veuve et de l'orphelin, et Usopp, le bullshitomancien. Bullshitomancien comme dans « Il maîtrise la magie du bullshit ». Exactement, c'est l'archimage du mensonge, le grand diacre du mytho. Imagine Jonathan Cohen, c'est un pirate, avec un lance-pierre qui balance des missiles nord-coréens. Voilà Usopp dans mon esprit, hein. Ouais, j'aurais dû m'attendre à une réponse aussi absurde. Allez, enchaîne. Avec sa petite clique de bandits, Luffy va voir Arlong dans sa villa en bord de mer et lui raquette son goûter sans aucune pitié. Comme quoi, le monde des pirates est méchant. La prochaine victime sur la liste, c'est Crocodile, chef du Baroque Works, aussi connu sous le nom de Mister Zero. Ce cher petit crocodile pense qu'avec son organisation business mafieuse, il peut se permettre d'assécher le royaume d'Alabasta pour prendre le pouvoir et devenir calife à la place du calife. Mais que nenni! À la fin de leur affrontement, Luffy détrousse Crocodile de ses biscuits sablés et en profite pour recruter sa secrétaire super mignonne. Danny, je crois que tu t'égares vraiment là. Non, mais je rigole, elle est super mignonne, mais méfiez-vous. Cette femme, c'est Nico Robin, l'enfant du démon avec une prime de 79 millions de berries. C'est un peu une Lara Croft de Tomb Raider, mais elle ne fait pas que tourner les têtes, elle brise aussi des nuques. C'est bon, j'ai scanné les informations cachées au sujet de Pluton. Alright, destination suivante. Ce bel équipage du chapeau de paille se retrouve propulsé dans les nuages après avoir accepté une quête secondaire qui ressemblait presque à un mensonge digne d'Usopp. Ils se retrouvent donc envoyés sur les îles célestes. Là-haut, c'est Dieu qui fait la loi. Et c'est pas du tout une métaphore religieuse, hein, car par Dieu j'entends Ener, le maître de Skypiea. Malheureusement pour lui, Luffy et son équipage vont lui montrer qu'il ne croit pas vraiment ce genre de principe. Tel le monsieur barbu énervé du Premier Testament, Ener ne va pas tolérer ce blasphème et va se mettre à balancer des éclairs de la mort qui tue, en zappant de manière plutôt ironique que le corps de Luffy est similaire au caoutchouc. Tonnerre de Zeus, isolation. Match retour, aucune action. Conclusion, manque de passion. Ener est vaincu et finit comme la Team Rocket par s'envoler vers d'autres cieux. Les fresques murales de cette contrée sont vraiment magnifiques. Ah, je ne te le fais pas dire. Allez, envoie-moi tout ça en copie dans la base de données. De retour sur la mer Bleue, les Mugiwara, qui pourtant sont des menaces absolues, font pour la première fois la rencontre des agents du gouvernement mondial, le Cypher Ball.
Dans une opération de couverture digne des plus grands polars, Rob Lucci et son équipe d'agents infiltrés essayent de s'emparer des plans de l'arme antique nommée Pluton, mais aussi de kidnapper Robin pour l'envoyer faire des chorégraphies de danse avec Pop Smoke et Tupac. Le souci dans leur plan, c'est que Robin elle est pas trop fan de rap, hip-hop, tout ça. Elle est plus salsa, Macarena, donc évidemment, quand Luffy apprend qu'on veut expédier sa nouvelle Nakama fan de Los Del Rio dans un concert de Ziak, il est fâché. Mais bon, le gouvernement est malin et parvient à prendre la fuite avec Robin pour la ramener au quartier général du commissariat. S'ensuit dès lors le Rassemblement National du Front Populaire de la Hagra. Luffy fait équipe avec Cutie Flamme alias Frankie alias pour ramener la plus grande clique de bandits de sa région et venir faire une manif pas du tout pacifique sur les Champs-Élysées. Le drapeau du gouvernement est brûlé, Robin est sauvé, le salopard de Spordam est humilié et la mâchoire de Lucci est déboîtée. On parle quand même d'un type qui a obtenu les cicatrices sur son dos à coups de boulet de canon. Bref, j'ai recoupé les infos d'Alabasta, la copie est complète. Excellent, Smithers. En route pour les zombies. Les quoi? Après avoir récupéré un charpentier cyborg en slip tout neuf, le cyborg, hein, pas le slip, Luffy et ses camarades croisent la route d'un grand corsaire qui n'est plus que l'ombre de lui-même, Gecko Moria. L'équipage est bloqué sur l'île qui sert de navire à Moria et se retrouve confronté à des hordes de corps rafistolés et d'âmes dépareillées. Des zombies créés par le Shichibukai et ses serviteurs. L'histoire tourne en let's play de Five Nights at Freddy's lorsque l'équipage est séparé par des monstres plus flippants que réellement dangereux. Cela dit, parmi toutes les âmes errantes sur Thriller Bark, il y en a une qui ne craint déjà plus la mort. Une âme qui se permettrait de regarder la faucheuse droit dans les yeux s'il lui restait des globes oculaires. C'est en faisant la connaissance de cet individu que les chapeaux de paille se lient d'amitié avec Brook, le musicien squelette que les vrais amateurs de musique nomment le Soul King. Avec l'aide de Brook et des âmes perdues de Thriller Bark, les compagnons arrivent à battre Moria dans un combat titanesquement épique façon Avengers. Juste avant que Kuma vienne leur mettre une climatisation digne de Aokiji. Kuma met la volonté de l'équipage à l'épreuve en faisant Zoro ressentir la douleur ultime, celle de marcher sur un set de Lego à 4h du matin un lendemain de cuite. Heureusement, Zoro survit grâce à sa résistance exceptionnelle au rhum naisson et au plastique, et Kuma leur laisse la vie sauve. Je ne veux pas remettre ta parole en doute, hein, mais en fait oui, complètement. T'es sûr que ça s'est passé comme ça, ce que tu racontes là? Bien sûr que oui, j'étais là. Tu peux demander à Usopp si tu veux. Même Norland, il était là avec moi. Il faisait des snaps pendant que j'aidais Zoro à se relever après le supplice du Lego, là. Tu racontes vraiment n'importe quoi. Ouais. L'équipage des chapeaux de paille arrive enfin aux portes du Nouveau Monde. Quand les Mugiwara entrent à l'archipel de Shabondi, ils apprennent qu'ils ont une place qui les attend, dans le carré VIP des bandits. Ils ne le savaient pas encore, mais Luffy et Zoro ont été acceptés dans le club très fermé des Supernovas, le top 10 des plus grands voyous parmi la dernière génération de pirates. Alors que tout ce petit monde se prépare à la suite, Luffy fait une dinguerie. Il se retrouve face à un dragon céleste, un aristocrate privilégié qui, en plus d'abuser de son autorité coloniale, tire un coup de feu et blesse un ami de Luffy. C'est là que Luffy commet un crime capital dans le monde de One Piece. Il s'approche du dragon céleste et lui balance une comète de Pégase dans les narines. Je vous laisse voir la scène parce que je la trouve très cathartique. Problème, c'est que dans la constitution du gouvernement de One Piece, il est interdit de frapper ce gros cochon avec son nez qui coule là, puisque c'est un dragon céleste. Ni une ni deux, la haine en uniforme rapplique, et les choses tournent mal lorsque l'amiral Kizaru débarque avec les robots de combat pacifista créés à partir de Bartholomew Kuma. D'ailleurs, le vrai Kuma se pointe aussi, et il finit par tomber sur l'équipage de Luffy. En vrai, Kuma c'est un bon parce qu'il veut aider les Mugiwara, mais il sait qu'ils sont trop faibles pour survivre face aux détraqués qui se baladent dans le Nouveau Monde. Pour cette raison, Kuma les gifle tellement fort qu'il les disperse aux quatre coins du monde façon boule de cristal du dragon sacré. D'abord pressé de se rejoindre, l'équipage optera plus tard pour un petit break de 2 ans qui leur permettra de progresser sur la voie du grand banditisme. Heureusement que Kuma leur a permis de prendre un peu de recul. Il y a beaucoup de gens qui sont incapables de reconnaître qu'ils ne sont pas prêts. Ce genre d'erreur pourrait facilement leur coûter la vie. Et pourquoi tu me regardes? Je n'ai pas d'yeux. Comment tu sais que je te regarde? Je sens ton jugement qui pèse sur mes épaules. Parfait. Alors continue sans faire d'histoire si tu ne veux pas que ça empire. 2 ans plus tard, les Mugiwara sont à nouveau réunis après avoir totalement disparu de la circulation. Ils sont en plein comeback et ils ne perdent pas de temps. Ils laissent la concurrence dans le rétro et mettent directement les voiles vers l'île sous-marine des hommes-poissons pour pondre leur classique auprès d'un nouveau public.
Sous l'océan, Luffy rencontre la famille royale du royaume de Ryugu et se lie d'amitié avec la princesse Shirahoshi, la petite sirène qui n'est pas du tout petite en fait. C'est aussi la première fois qu'est mentionné le nom d'un héros mythique qui va marquer le reste du récit, Joy Boy. D'ailleurs, c'est plutôt marrant de voir que Joy Boy est mentionné pour la première fois chez les hommes poissons, puisque Oda fait de nombreux liens culturels entre ces derniers et les populations afro-caribéennes. Sachez donc que Joy Boy est une figure mythique bien réelle et très présente dans le folklore haïtien. Vous voyez la connexion ? Comme il l'avait fait sur East Blue, à Alabasta, sur Skypiea et même auprès des ombres de Thriller Bark, l'équipage du Chapeau de Paille libère l'île des hommes poissons de l'emprise des ennemis du peuple. Cette fois-ci, Luffy ne s'arrête pas là et annonce au monde entier que ce territoire est maintenant sous sa protection. Et oui, ça c'est bien un move de bandit. En parlant de banditisme, j'ai récupéré les données biométriques de la princesse sirène pendant qu'elle faisait l'idiote avec Luffy. On va pouvoir décoder toutes les informations sur Poséidon avec ça. Bien, comme si on avait des roulettes. Maintenant il ne nous reste plus qu'à mettre le cap sur Egghead. C'est étrange, mais on dirait qu'un brouillard nous empêche de nous téléporter là-bas. Tu vas trouver ça bizarre, mais on dirait que la séquence de brouillage est identique à celle utilisée par... Marbulox ? Bingo. Je ne sais pas comment, mais quelqu'un a placé une technologie originaire de Yorukan dans cette dimension. Et Néo la Vierge Marie, c'est suspect. On va devoir passer par la longue route. Et puis on en profitera pour scanner des poneglyphes sur le chemin. Très bonne idée. Les poneglyphes sont probablement notre meilleure chance pour trouver notre chemin sur les flots de mystère de ce cher Oda. Au fil des chapitres, la sous-intrigue qui se tisse en toile de fond de l'œuvre de Oda nous mène sur une quête de nombreux secrets perdus. C'est le cas des poneglyphes qui sont introduits en même temps que Robin. Tout l'objectif de cette dernière est de retrouver ces inscriptions antiques pour les déchiffrer, car elles contiendraient un pan de l'histoire qui a été complètement oublié par le monde. Ce fameux siècle oublié. Ça n'a pas l'air de grand chose, mais ces petites pièces de puzzle nous permettent de comprendre un truc très important. Le monde de One Piece est un monde crépusculaire. Crépusculaire. Pourtant, la base de l'œuvre de Oda s'intitule Romance Dawn. Et puis dans l'histoire, on assiste à la naissance d'une nouvelle vague de piraterie. Ne devrait-on pas plutôt dire qu'il s'agit de l'aube d'un monde ? Tu marques un point, mais pas tout à fait. N'oublie pas les fameux mensonges dont je te parle depuis le début. Si dans l'histoire de Luffy au chapeau de paille on nous présente la naissance d'une vague de révolution, il faut savoir que le monde de One Piece, lui, est en train de toucher à sa fin. Dans le chapitre 1114, Vegapunk nous annonce une nouvelle effroyable. Le niveau de la mer ne cesse d'augmenter et le monde va bientôt sombrer sous les océans. Mais ce n'est pas tout, car cela s'est déjà produit par le passé, et c'est la raison pour laquelle la majeure partie de la planète bleue réside déjà sous la mer. Ces informations font l'effet d'une bombe qui jette la lumière sur une partie des secrets que le gouvernement mondial dissimule. Mais en ce qui nous concerne, nous lecteurs avons eu beaucoup d'autres indices pour le savoir. Dans les débuts de l'histoire, on voit Sanji et Zeph sur leur bateau-restaurant. On peut facilement à ce moment-là de l'œuvre penser que c'est un concept novateur, mais évidemment logique dans un monde où, on le rappelle, la majeure partie de la planète est couverte d'eau. Pourtant, Oda continue dans les sagas de East Blue jusqu'à Jaya à nous décrire les océans de la planète bleue avec des phénomènes étranges, comme les Calm Belt et la Reverse Mountain qu'on a mentionné tout à l'heure. Au passage, les Mugiwara quittent temporairement la mer Bleue à l'aide d'un courant marin ascendant nommé le Knock-Up Stream. Au retour de Skypiea, ils commencent à donner des bribes d'informations, lorsqu'ils nous présentent l'île de Long Ring Islands et nous expliquent que ce petit archipel circulaire est en réalité une seule et même île qui a été engloutie par les marées. Juste après, on nous explique que Water 7 est chaque année un peu plus submergé à cause d'une vague titanesque nommée la Aqua Laguna. C'est la raison pour laquelle le train des mers a été inventé et au final, les charpentiers de Water 7 ont décidé de transformer la cité en bateau géant pour survivre justement. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'est Thriller Bark, une île transformée en bateau géant. À la suite de l'ellipse des 2 ans, l'Arche de Noah des Hommes Poissons vient directement rappeler la symbolique du déluge mythologique et suggère qu'un cataclysme d'une ampleur planétaire s'est probablement déroulé par le passé. Et puis lorsqu'on découvre Zou, on est tous surpris de voir un éléphant géant qui culmine à 5 km de haut. Un peu comme Wano, il faut réussir à gravir des chutes d'eau colossales pour entrer dans le pays. Notez quand même un parallèle avec Marie-Joise, la cité des dragons célestes qui, Comme par hasard, se trouve au sommet de la plus haute masse terrestre de la planète bleue, et accessoirement, sa plus grande frontière. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Pour le coup, là tu en as trop dit. Même si tu es un indécrottable complotiste, j'ai l'impression qu'on nous accorde seulement une petite partie de la vérité. Si tout ce que tu me dis fait un peu de sens, que fait le gouvernement mondial? Pourquoi n'interviennent-ils pas alors qu'ils sont parfaitement au courant de la catastrophe qui se profile? Tu sens le frisson qui commence à monter dans ton dos? La troublante ressemblance avec la réalité de notre monde? On touche au cœur du problème. Tout au long du récit, on entend parler de plusieurs armes antiques qui représentent des armes de destruction massive, assez puissantes pour modifier la face du monde. La première qu'on nous mentionne, c'est Pluton,
Un gigantesque navire de guerre équipé d'armes capables de raser des montagnes et des pays tout entiers. C'est comme dans les jeux Metal Gear, sauf qu'il s'agit d'un bateau, quoi. Tu parles sûrement de l'Arsenal Gear dans Metal Gear Solid 2. Attends, tu as joué à Metal Gear Solid 2 ? Comme toute personne atteinte de bon sens. Mais nous en parlerons une autre fois. Revenons à nos poissons. Bah justement, on a pu faire la rencontre de Poséidon en personne, puisqu'il s'agit de la princesse sirène, Shirahoshi. Le pouvoir de Poséidon se transmet de génération en génération dans la famille Neptune, et celui-ci permet de commander les rois des mers qui arpentent les profondeurs de l'océan. Je pense que vous êtes probablement nombreux à avoir vu Aquaman, donc vous savez le danger que représente un homme qui chuchote à l'oreille des poulpes. En ce qui concerne la dernière arme, il s'agit d'Uranus. On ne sait vraiment pas grand-chose dessus, à part que cette arme serait capable de contrôler le ciel et les phénomènes météorologiques. Vous constaterez que chacune des armes est associée à la Terre, à la mer et au ciel, comme si elles étaient capables de commander un élément de la planète jusqu'à pouvoir la terraformer. Autant vous dire que l'équilibre naturel du monde doit se retrouver en PLS à chaque fois que quelqu'un utilise une arme antique. La cerise sur le donut, c'est que désormais, à cause de la folie de Vegapunk, le gouvernement détient une arme capable de supplanter tout ça et mettre ses plans à exécution. Le Mars Flame. En gros, et pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire, de la même manière que Oppenheimer en 1945, Vegapunk a créé dans son petit coin l'équivalent de l'arme nucléaire dans One Piece. Pour enchaîner sur cette curieuse coïncidence, on va quand même noter que, Comme par hasard. le premier réflexe du gouvernement mondial est tout de même de tester son nouveau joujou en bombardant une petite île au milieu de l'océan. Là où les États-Unis ont coulé Bikini Atoll pour créer le décor de Bob l'éponge, l'île de Lulusia est sacrifiée et sa population est complètement rayée de la carte. Alors, t'as trouvé quelque chose dans le laboratoire de Papy Dexter ? Ce que j'ai sous les yeux est particulièrement déroutant. Viens voir par ici. Attends un peu. Qu'est-ce que le sceau officiel de Yorukan fabrique sur les documents de Vegapunk ? Eh bien, c'est la preuve irréfutable que le gouvernement de Yorukan est déjà entré en interaction avec le monde de One Piece par le passé. Mais il y a autre chose. Regarde plus bas. La date, juste en dessous des schémas scientifiques. Quoi ? Ça dépasse l'entendement ? Même en prenant en compte l'écoulement relatif du temps, c'est impossible puisque la cité mère a été fondée en l'an 221. Ça n'a aucun sens. Ou peut-être que si. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, le gouvernement ne veut pas vraiment que tu le saches. Je crois que je suis en train de comprendre pourquoi Margulox avait caché les codes pour accéder à cette dimension. Faut que je rentre prévenir les autres parce que là c'est beaucoup trop grave. Viens Flamel, entamons la conclusion de ce voyage. Ah, ta fameuse conclusion. Tu veux dire que tu vas encore continuer à parler pendant 40 minutes, c'est bien ça? On ne précipite pas un artiste. Et puis quand Oda le fait, personne ne râle. Je te rappelle que selon lui, One Piece était parti pour durer 5 ans. Donc laisse-moi tranquille et reste bien attentif. Toujours dans la discrétion, il faut quand même qu'on parle du fait que ce gouvernement corrompu n'est clairement pas exempt de crimes contre l'humanité, avec leur génocide et leurs pratiques esclavagistes. Vous saviez que ça fait 700 ans que le gouvernement exploite des esclaves pour construire des ponts de centaines de kilomètres de long autour du globe? Encore une fois, c'est grâce à Robin qu'on découvre cet horrible secret. Les mégastructures sont au nombre de 4 et se nomment Tequila Wolf, Vodka Wolf, Bourbon Wolf et Rum Wolf. Selon les dires du gouvernement, ces ponts sont censés créer des voies pour connecter les îles de la planète. Mais si vous voulez mon avis, la taille de ces structures est une preuve que le gouvernement est parfaitement conscient du danger et a totalement l'intention de laisser le petit peuple se noyer. On l'a mentionné au tout début de cet enregistrement, mais dans son désir de cacher la vérité, le gouvernement mondial a aussi propagé des vagues de désinformation et de censure. Le concept même du Gomu Gomu no Mi n'est qu'une pure invention pour cacher la vérité sur le Ito Ito no Mi modèle Nika que Luffy détient. Quant à Shanks, il dissimule très bien sa filiation avec les hauts dirigeants du gouvernement. Même sur les avis de recherche de la marine, il figure en tant que Shanks le Roux, et non pas sous sa véritable identité de Shanks Figarland. Comme par hasard. Un autre nom a également été passé sous silence, celui de Goldie Roger qui fut renommé Gold Roger, dans le but de dissimuler le symbole de révolution que cache son nom. En effet, c'est ce fameux dé qu'on retrouve chez Roger, chez Luffy, Dragon, Garp, Ace, Law et j'en passe. La signification réelle du dé est encore inconnue au moment où je vous parle, mais une chose est certaine, c'est que cette marque désigne sans aucun doute les plus grands ennemis du gouvernement mondial et des dragons célestes. C'est assez ironique, mais pour moi, le gouvernement mondial a commis une grosse erreur en exécutant Roger sous les yeux de la foule. Sans le savoir, ils ont fait du roi des pirates le plus grand des martyrs. Et lorsque Roger a rendu son dernier souffle, c'est le sourire aux lèvres qu'il a transmis une volonté révolutionnaire et inébranlable au peuple. La volonté du dé, qui demeure être l'essence de One Piece. Alors quoi? Tu vas prétendre que tu es capable de comprendre Oda? De résoudre la plus grande énigme du manga contemporain pour savoir ce qu'est le One Piece? Ça va sûrement te décevoir, mais non, je ne sais pas. Vraiment? Vraiment. À coup sûr, j'ai de nombreuses théories qui me viennent en tête, mais en réalité, on vient de le voir.
Avec la quantité de mensonges, de fausses pistes et de complots qui entourent la vérité de cette œuvre, il n'existe aucune certitude. D'ailleurs pour ça que le mystère est aussi épais et qu'il fait autant vibrer les fans. Avouez-le, je suis sûr que vous n'avez jamais vu un manga avec autant de théories diverses et variées. Et si vous en connaissez un, je serais curieux de savoir lequel en commentaire. En ce qui me concerne, je pense que lorsqu'une œuvre de fiction fait autant appel à l'imaginaire du secret, du mensonge et du complot, elle provoque irrémédiablement une recherche de vérité et de sens, ce qui amène obligatoirement à théoriser pour démêler le vrai du faux. La vérité de One Piece pourrait se trouver sous n'importe quelle forme, et tout l'objectif des chercheurs tels que Robin et Vegapunk est de la révéler au grand jour. Mais la chasse au trésor et le goût de l'aventure de Roger n'ont pas seulement contaminé les pirates et les scientifiques, ils ont également frappé les spectateurs de One Piece. Le One Piece est un MacGuffin très spécial, car sa simple existence impacte la quasi-totalité des personnages de l'œuvre. Personne ne le détient, personne ne connaît sa véritable nature, mais tout le monde veut mettre la main dessus. Nous devons l'admettre, un sentiment s'est aussi emparé de nous et nous a donné envie de nous aventurer vers l'inconnu. Qu'il s'agisse d'une réalité ou d'une fiction, nous lecteurs avons tous essayé d'interpréter ce rêve informe à notre façon. C'est ce même rêve qui rassemble les Mugiwara et qui les pousse à parcourir le monde. Qu'il s'agisse de la technologie, des musiques, de l'histoire, des sciences, des légendes, des cartes, des saveurs, de la force et surtout de la liberté, l'équipage du chapeau de paille partage le rêve de façonner un monde entier et uni. Un tout qui ne forme qu'une seule grande pièce, la grande pièce. Oden voulait abattre les frontières de Wano. Zunisha voulait piétiner la Red Line pour marcher sur Marie-Joise. C'est aussi le cas de Laboon qui veut démolir la chaîne de montagne à coups de tête. Dragon, lui, veut voir Marie-Joise brûler. De nombreuses voix font front commun pour détruire les barrières qui divisent le monde. C'est pour ça que Luffy est la clé du trésor, car il est la volonté de ce rêve. Peut-être bien qu'il incarne le désir de rêve universel ou la volonté du destin lui-même, mais il n'appartient qu'à Luffy d'éclairer l'obscurité projetée par le gouvernement, de mettre fin à ce monde crépusculaire et d'amener le soleil qui servira de torche pour allumer la nouvelle aube du monde. On y est. Installez-vous bien, messieurs et machines, parce que j'ai découvert quelque chose qui va à coup sûr vous troubler. Tu aurais quand même pu faire l'effort de ranger ton bordel avant d'accueillir du monde. Ah, c'est bon, lâche-moi, j'étais en mission, je te rappelle. Ah oui, excuse-moi, donc ça fait 8 mois que tu es en mission? Vraiment? Bref, on n'est pas là pour parler de mon bordel. Enfin, un petit peu quand même. J'ai mis un peu de désordre dans un avant-poste de Margoulox, en périphérie des ruines abandonnées, et j'ai trouvé... Flamel, peux-tu décrocher, s'il te plaît? Missive à destination de Dani, Nebuan, Naive et Itoyaku. Nous avons attentivement observé vos enregistrements sur les chefs-d'œuvre de One Piece et le respect que vous avez porté sur le nom de Godda. Moi, Margoulox, vous convie par la séance à une rencontre entre amateurs de culture lors d'un brunch récréatif dans mon humble palais. À cette occasion, nous partagerons des goodies exclusifs et des théories autour des secrets de la plus grande œuvre de fiction du monde. La date de notre rendez-vous et les informations relatives sont en pièce jointe de ce message. Nous espérons vous voir bientôt, cordialement, Margoulox. Attendez, quoi?